Donc vous êtes venu parce que peut-être le titre vous a un peu intéressé, la métamorphose de notre civilisation. Donc moi je suis pas philosophe professionnel, loin de là. J'essaie de penser ce qui nous arrive tout simplement, et puis de le proposer pour le mettre en travail. Parce que c'est un peu compliqué, semble-t-il, ce qu'on vit en ce moment, enfin depuis déjà un moment, mais ça a l'air de se complexifier encore davantage. Donc moi-même, j'ai eu besoin, pour essayer de me retomber sur mes pieds, de penser autrement que ce que j'avais commencé à faire, notamment à votre âge, à peu près pour les plus jeunes. J'ai dû changer de point de vue parce que ça marchait plus bien. Donc ce que je vais vous proposer là, je vous raconte un peu une histoire, d'où on vient. Qu'est-ce qui se passe, une interprétation, donc la mienne. Bien sûr, je me nourris d'énormément de lectures, de discussions. D'autres le disent, évidemment, qu'on est en train de basculer vers quelque chose de très différent. Mais peut-être pas tout souvent dans le sens où moi je vais le proposer. C'est ça qui peut vous intéresser particulièrement. Voilà, donc j'ai dû essayer de repenser les choses et je propose cette réflexion dans des milieux assez différents, les milieux d'entreprise, le milieu d'université, les milieux de l'économie sociale et solidaire, différents lieux. Alors là où on veut bien m'écouter, dans une pensée qui est quand même un peu parfois provocante et oui, provocante, je vais dire ça comme ça. Donc c'est un peu aussi mon tempérament. Donc je vais avoir un discours un peu net. C'est aussi pour vous provoquer, c'est pas pour dire que j'ai raison, hein. C'est pour aussi vous faire réfléchir et qu'on mette ensuite de la nuance. Bien évidemment, le monde est plein de nuances. D'abord, le temps est court, donc je peux pas trop délayer, si je puis dire. Donc, je vais aller un peu à la hache dans ma proposition de pensée. Sur la forme, vous posez des questions quand vous voulez. On n'est pas très nombreux. Bon, des questions de compréhension, même éventuellement j'imagine, de désaccord. Moi, je resterai après. Donc, s'il y en a qui souhaitent discuter plus tête à tête ou pas dans des petits cercles, je suis bien sûr disponible et ça m'intéresse évidemment d'avoir ces échanges. Ma prise de parole va se décliner en trois parties. La première que j'appelle élan et déclin de la civilisation occidentale techno-scientifique. Je vais y revenir, hein, mais c'est un peu lourd. Je pose ça. Puis ensuite, position qu'il se passe d'autres choses également dans notre société, qui appelle la floraison de solidarité entrepreneuriale, qui sont fondées sur des valeurs émergentes, comme les concepts clés de valeurs émergentes. J'y vais revenir. Et ces valeurs qui sont fondements d'une nouvelle civilisation. Moi, en tous les cas, c'est ma proposition de réflexion qui est en train d'advenir, que j'appelle civilisation de la vie. Voilà. J'ai mis quelques petits livres ici, si ça vous intéresse, et c'est rigolo parce que mon éditeur est juste à côté, la chronique sociale. Il est juste là. C'est chouette. Voilà. On y va pour le voyage. Voyage et récit. Voilà. Donc, j'ai dû un peu revoir, comme je vous disais, un peu mes fondements à moi. J'ai une formation scientifique, du management public. J'ai une casquette d'ingénieur des ponts et chaussées. Alors, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Quand je suis devant un amphi avec pas mal de jeunes, ça parle plus trop. Mais bref, en tout cas, j'ai participé de ces fonctions-là. Et puis, depuis quelques années, je suis entrepreneur dans une coopérative d'entrepreneurs et je propose des conférences, des formations. Donc, c'est aussi on va peut-être y revenir, hein, dans justement ces nouvelles formes d'entreprendre ensemble en solidarité. Ces fameuses coopératives d'activité et d'emploi qui commencent à fleurir sont vraiment intéressantes. Donc, je suis entrepreneur depuis 5 ans. J'avais jamais fait ça de ma vie. Bon, donc c'est aussi un moment intéressant actuellement. Alors, cette idée d'élan et de déclin, c'est que, donc comme je vous disais, j'ai une formation d'ingénieur des ponts et chaussées. Et le corps des ponts et chaussées, pour moi, est assez archétypal de ce qui a été magnifique et qui ne marche plus très bien. Je pense que vous ne connaissez pas cette histoire-là, mais le corps des ponts et chaussées, il est né en 1716. Vous voyez, il y a 300 ans. Et c'est un corps d'ingénieur. C'est un corps d'ingénieur. Et les ingénieurs des ponts, on peut dire, ce sont comme dans leur personne même. Ils représentent ce qui pour moi est un peu le symbole de cette civilisation qui est encore notre, on va dire ça, le mainstream, comme on l'appelle souvent ici, qui est très dominant encore. Hein. Eh bien, ces personnes et le groupe de personnes va incarner en elles-mêmes, dans leur personne, la figure
de ce qu'on appelle un ingénieur savant ou un savant ingénieur. Un savant, un scientifique, on dit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait parce qu'il est dans le champ de la science. Et parce que comme ici on est sous la protection d'Apollon, des 9 muses, donc ça c'est une belle protection. La science au sens, alors c'est un mot latin, mais en grec c'est le mot épistémé, hein. Et effectivement, voilà, ces figures là qui nous entourent portent ces grandes idées platoniciennes du vrai, du beau et du bon qui surplombent, hein. Et toute la grande tradition philosophique qui vient depuis la Grèce, évidemment, c'est d'accéder à ces idées, hein, qui sont dans la transcendance. Pendant l'Antiquité, c'est par la philosophie qu'on accède au vrai, ce qui est vrai, c'est beau, c'est vraiment beau, hein, et c'est bon pour la société, c'est bon pour les humains. Pendant le Moyen-Âge occidental, ça reste toujours ces 3 idées. Alors c'est plus par la philosophie, vraiment, c'est par la théologie qu'on va plutôt y accéder. Et les passeurs, ce sont plus les philosophes, ce sont plutôt les clercs, les théologiens, les moines. Cette figure-là, elle demeure quand on va passer à la modernité, elle demeure toujours. Et ceux qui vont passer aussi, qui vont faire le passage vers le vrai, ben, ce sont les fameux savants, hein. Donc la science, elle dit le vrai. Et ceux qui vont dire la science, qui est vrai, ce sont les savants. Mais c'est toujours le même modèle de transcendance. C'est ça que je veux signaler. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces savants-là, ils sont aussi des ingénieurs. C'est-à-dire des techniciens, de la techné. Techné, c'est un mot grec. En latin, vous avez le ars artis, hein, qui est le même mot, hein, qui va donner bien sûr artisan, art. Donc ça, des mots un peu dérivés depuis entre technique et art, mais c'est les mêmes mots au fond. Et donc l'ingénieur, eh bien lui, il réalise, bien sûr, pour améliorer la vie des humains. Mais en Grèce, on fait pas le lien. En fait, les Grecs n'ont pas fait le lien entre techné et épistémé, entre technique et science. Au Moyen-Âge occidental, ça commence à venir, mais c'est léger. C'est dans les monastères cisterciens, notamment vers le 11e, 12e siècle que ça commence. Mais la grande invention des modernes, c'est d'avoir fait un lien quelque part indissoluble entre technique et science. Heidegger dit que le secret de l'Occident, c'est la technique. En fait, c'est la technoscience. C'est-à-dire que ce qui va être inventé et que les ingénieurs des ponts et chaussées et le cours va représenter comme pointe avancée de la société, c'est que, eh bien, il y a un lien indéfectible entre technique et science, et que ça va fonder notre modernité. Et ça va donc lui donner toute sa puissance. Comment ça démarre, cette affaire-là? Donc, je pourrais, bon là, on a un temps un peu court, donc je vais pas aller trop loin dans l'histoire. Donc, je vais m'arrêter sur ce que j'appelle vraiment l'élan qui lance vraiment la modernité occidentale autour du XVIIe siècle. Peut-être que dans des questions, on pourra revenir un peu en arrière. Notamment dans la magnifique situation du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle avant d'arriver, je dirais, un siècle après à cette figure institutionnelle, parce que le Cours des Ponts, c'est une institution, je reviendrai sur ce mot fondamental. Eh bien, au début du XVIIe, parce que je crois que c'est à ce moment-là que dans la première moitié du XVIIe, ça y est, les choses sont posées. Sont posées avec 3, je vais citer plus que 3 d'ailleurs, géants, 3 fondateurs, qui pose les bases fondamentales de ce qui va devenir la société occidentale moderne, comme on l'appelle, qui aujourd'hui peuple encore notre espace, qui fait une immense fécondité, mais qui, ma proposition, et bien d'autres aussi, c'est que cette fécondité est aujourd'hui épuisée. Et c'est pour ça qu'on est en difficulté. Un premier que vous connaissez, Galilée. Galilée, dans un texte qui est pas très connu, en 1623, ça par contre est peut-être plus connu, il écrit: l'univers est écrit en langage mathématique, fait de cercles, de droites, de triangles, de points. La géométrie. À l'époque, la reine des mathématiques, c'est la géométrie. Donc, l'univers est écrit en langage mathématique, et pour Galilée, et beaucoup pour ses successeurs, seulement en langage mathématique.
Alors, c'est pas le premier à dire ça. Si vous avez un peu d'histoire de la philosophie en tête, au fronton de l'Académie de Platon, il y a inscrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Et Platon, dans ce cas-là, est dans l'affiliation de Pythagore, avec donc la grande vision des pythagoriciens que l'univers, le cosmos, est écrit en nombre. Mais pour Pythagore, pour Platon et pour les anciens, cette vision, je dirais, mathématique ou géométrique du monde, c'est une vision mystique, c'est une vision contemplative, c'est une vision de beauté, comme je disais tout à l'heure, d'extase. Galilée n'est pas un mystique, n'est pas un philosophe, c'est un ingénieur, c'est un inventeur. Il va à l'arsenal de Venise regarder un peu comment les artisans fabriquent les bateaux, essayer de comprendre comment ça se passe. Et c'est à partir de là qu'il va donc aussi contribuer fortement à l'invention de ce qu'on va appeler l'expérience, le mode de l'expérience, c'est-à-dire de faire une expérience et de la recommencer. C'est très nouveau dans la vision de la science aristotélicienne, qui est la science dominante du Moyen Âge. Les personnes observent la nature et cherchent des analogies pour essayer de comprendre. Là, ce qui va commencer à s'inventer au XVIIe, c'est qu'on va faire des expériences et recommencer. Si vous allez sur le net, il y a des petites vidéos qui montrent comment Galilée il fait rouler des billes de cuivre sur un plan incliné et il recommence, et il recommence, et il recommence pour essayer de mesurer justement comment ça se passe entre les variables entre le temps, la vitesse, l'abscisse, pour essayer de trouver une loi physico-mathématique, on va revenir sur ce mot-là, justement, qui s'écrit en langage mathématique pour décrire la trajectoire de la bille. Alors, il va pas tout à fait la trouver, vous la connaissez pour ceux qui ont un petit peu de... Enfin, je pense que pour les plus jeunes, c'est encore bien net, l'équation de la bille, voilà, qui est égale à 1,5 de GT2, c'est-à-dire que il y a la question de l'accélération. Et l'accélération, donc Galilée va travailler sur l'inertie, ça vous avez ça en tête, et donc la notion d'accélération, justement pour décrire la trajectoire de la bille, va devenir, je dirais, un élément fondamental de notre modernité. Il faut toujours accélérer. C'est d'abord un concept physique, mathématique. Alors Galilée va pas tout à fait le trouver puisque là il faut le calcul infinitésimal, c'est Leibniz quelques décennies plus tard qui va appuyer bien ça, et puis Newton. Mais néanmoins la grande avancée à la fois sur les concepts, je voulais citer ce concept d'accélération qui est quand même fondamental de notre civilisation. C'est-à-dire qu'on vous le dit, on vous dit à l'école, mais si vous accélérez pas, vous reculez quoi. Mais on a peut-être un peu marre d'accélérer, non, vous croyez pas. Donc il y a ça, et il y a aussi ce que Galilée va contribuer à inventer, c'est la quantification. La physique aristotélicienne, elle est qualitative. Et là, on va commencer à mesurer, à quantifier. Justement, parce que si l'univers est écrit en langage mathématique, il faut le mesurer. Et donc, il faut trouver comment les objets du monde obéissent à des lois quantifiables et donc écrivables en langage mathématique. Bon, Galilée fait plein d'autres choses, que vous connaissez aussi par ailleurs sans doute, mais je voulais insister sur ces éléments de l'expérience de la vision mathématique du monde. Pour moi, c'est l'axiome de la modernité. Le monde est écrit en langage mathématique. Et seulement en langage mathématique. Si je fais un saut de 400 ans et que j'arrive aujourd'hui, et que je vous regarde et je vous dis, mais vous êtes que des paquets de big data. Vous êtes que des data. C'est ce qu'on nous raconte. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes que des 0 et des 1. Aujourd'hui, la vision transhumanisme du monde, c'est une vision qui est dans la droite ligne de la vision galiléenne. Tout est écrit en langage mathématique, c'est plus tout à fait la géométrie, c'est plus tout à fait des nombres, mais c'est pareil, l'information c'est pareil. Tout est chiffré, et donc nous sommes tous chiffrés. Qu'est-ce que vous en pensez? En tous les cas, nos aïeux se sont mis à croire très fort à cet axiome galiléen. Sinon ça n'aurait pas marché, et ça s'est mis à marcher. Et peut-être qu'aujourd'hui, on se dit peut-être pas tout à fait, quoi. Il y a peut-être des choses qui échappent. Je sais pas, hein. Ça serait une vraie question. En tous les cas, dans la poursuite de cette vision mathématique du monde, nous sommes aujourd'hui, avec les big data et avec l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas de rupture, comme on veut bien on nous raconte souvent qu'il y a des disruptions. Non. Au niveau philosophique, c'est absolument la continuité de la vision qui s'installe. Justement, la rupture, elle est là, hein. Quand on dit le monde est écrit en langage mathématique, et seulement, là, c'est une nouveauté très forte. On y reviendra. Un autre géant,
Si j'ai pas mal de feuilles, je vais vous commander quelques feuilles, on verra bien. On se trouve en Angleterre, parce qu'on est en Italie du Nord, hein, Venise, Francis Bacon, que vous connaissez un peu moins, parce que les Français connaissent un petit peu moins, mais peut-être que vous connaissez quand même bien, parce que c'est quand même un géant lui aussi, dans un texte entre 1600 et 1625, il écrit le Novum Organum, donc nouvel organe, nouvelle pensée, nouvelle façon de penser le monde. Bacon, c'est donc c'est un autre géant. Alors lui, c'est plus sa science expérimentale, la tradition plutôt anglaise, hein, un peu moins théoricienne, un peu plus expérimentale. Et donc, Bacon décrit dans ce texte un peu justement comment il va dire, on va faire violence à la nature, on va lui faire rendre gorge à la nature. On va expérimenter sur elle avec les expériences pour qu'elle nous livre ses secrets. Et là, il a un discours assez violent par rapport à la nature. Ah, c'est vrai que la nature, elle n'est pas toujours sympa pour les humains. Et donc, la grande promesse des modernes qui va se mettre en place, c'est que, en trouvant ces lois, on va peut-être améliorer la vie des gens. Et c'est ce qui va se passer globalement. Donc, Bacon en Angleterre sur la science plus expérimentale et puis aussi cette idée de forcer la nature par l'expérience à nous livrer ses secrets. Maintenant, en France, avec notre cher René Descartes, je ne sais pas si on étudie toujours le discours de la méthode en terminale, peut-être encore. En tous les cas, c'est un texte majeur. Discours de la méthode, en 1637, il est publié. Discours de la méthode scientifique. C'est-à-dire que dans ce texte, Descartes, il décrit comment on va s'y prendre comme méthode scientifique pour justement les trouver, ces fameuses lois physico-mathématiques. Parce que vous êtes peut-être pas encore posé la question, comment ça se fait que les Grecs ne les ont pas trouvés, que les Chinois ne les ont pas trouvés, que les Indiens ne les ont pas trouvés? Pourquoi c'est dans ce petit bout de la planète Terre, à ce moment-là, dans ce XVIIe siècle, que vont être trouvés, justement, de façon miraculeuse peut-être, ces grandes lois qui s'écrivent en langage mathématique. Donc Descartes lui décrit un peu la méthode. Alors lui Descartes est un philosophe, c'est aussi un mystique, il a une expérience mystique tout à fait singulière qui est décrite d'ailleurs dans ce texte. Et c'est aussi un opticien. Mais c'est pas lui quand même qui va encore trouver, puisque ça va être Newton qui quelques temps après va trouver ces fameuses lois fondamentales, hein, de la gravitation et de la dynamique. Dans le discours de la méthode, donc il y a beaucoup de choses très importantes. Je vais le relire là, il faut que je le relise justement pour très précisément. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que collectivement nous inventions un tout nouveau discours de la méthode. Bon, on verra peut-être plus tard là-dessus. Le ego cogito ergo sum, je pense donc je suis. Alors, quand Descartes prononce cet aphorisme-là, c'est un coup de force philosophique. Alors, il vient pas là par hasard, n'empêche que c'est quand même lui qui le dit. Je pense donc je suis, c'est-à-dire que où que je sois. Là, il fonde ce qu'on va appeler le dualisme cartésien, la séparation entre le sujet, le savant, Descartes, et les objets du monde. Et je coupe, hein, puisqu'il va, avec cette phrase, déterritorialiser quelque part le savant. Et donc, on va couper cette relation de toujours à toujours que les humains ont eue avec les objets du monde, pour permettre justement à la science de se déployer, donc en se mettant comme à la place de Dieu en surplomb sur le monde, hein, au-dessus du monde, et on va essayer, donc c'est l'idée de l'objectivation du monde, donc on coupe ce lien, il n'y a plus de lien, et quel que soit le savant, la loi marche. Hein. Et aujourd'hui, 400 ans aussi à peu près, on est peut-être là aussi épuisé d'être coupé. On a peut-être une soif immense, hein, de reliance. Tout ça, ça vient un peu de là aussi. Ceci était nécessaire pour justement permettre à la science moderne, classique, de se développer. Et vous avez aussi dans le discours des méthodes cette fameuse phrase qu'on connaît tous. Pourquoi tout ça? Pour devenir comme maître et possesseur de la nature. Cette grande promesse que si on trouve ces lois avec la méthode scientifique, eh bien, on va pouvoir comprendre et donc dominer et donc devenir maître et donc faire en sorte que la nature, on la rapatrie pour notre bien. En tout cas, telle est cette promesse qui va se mettre miraculeusement à fonctionner. Alors ces fameuses lois, donc les plus importantes, vont être trouvées par Isaac Newton dans les années 1660 en Angleterre, hein, à peu près vers ces années-là. Alors il y a la loi il y a deux choses, enfin il y a plein de choses que fait Newton. Hein. Il y a la loi de la gravitation,
Hein. Vous connaissez l'histoire de la pomme, qu'effectivement, que donc les objets, par la gravité, oublient la même loi, hein, notamment avec l'accélération de la gravité. Et puis, la loi de la mécanique, peut-être, ou le principe fondamental de la dynamique, que là, qui est un peu moins connu de tous les publics, mais enfin, qui est connu quand on fait des études un peu scientifiques, qui est décrite par cette formule d'une rare beauté, F égale M gamma, la force qui par la masse et l'accélération. Alors, quand vous avez un objet en accélération, il dépose une force, avec cette formule extrêmement simple. Je veux dire par là que l'accélération est toujours un concept fondamental de notre humanité et la force. Nous sommes une civilisation qui va mettre l'accent sur la force, sur l'accélération et sur la quantification. Tout est dans cette formule-là, enfin, si on prend un peu de recul, elle est là. Et donc, ça a vachement bien marché, cette affaire-là. Bon, j'arrête là sur ces grands hommes, on peut dire. Alors, j'ai rétréci un peu, ils sont immenses, hein. Ils sont grands. Je vais dire un peu sur un peu des éléments fondamentaux aujourd'hui, hein, qui vont être déterminants. Vous voyez, là, on est en plein XVIIe siècle. La technique, elle est encore un peu à côté. Ceci dit, vous avez en France et en Angleterre, c'est en 1600, dans les 1660, 1665, je sais plus exactement, en France et en Angleterre, la création des académies royales des sciences. Ça, c'est donc une nouvelle institution. Donc là, l'État royal crée l'académie, c'est-à-dire qu'il donne les moyens aux savants, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens logistiques, de développer cette activité scientifique pour justement améliorer la vie des humains, pour travailler, non c'est pas moi, ça va, c'est pas te le dire, pour justement développer cette connaissance sur les transports, sur l'hydraulique, sur l'énergie. On a tous les comptes rendus de l'Académie des sciences depuis ce moment-là, hein, donc on peut aller voir avec ce qui s'est passé. Louis XIV et Colbert venaient très souvent à l'Académie pour à la fois commander du boulot et puis voir ce qui se passait, quoi. Donc il y a comme s'il y a une convergence d'intérêt, d'intelligence, de force qui va rassembler l'ensemble des forces autour de cette idée que le monde est mathématisable, qu'il faut découvrir les lois physico-mathématiques, qu'on va commencer à pouvoir opérer avec elles et que ça va améliorer la vie des sociétés. Ces institutions là, elles sont toujours là. Aujourd'hui, ça s'appelle pas l'Académie royale, mais c'est la même. Elle a traversé la Révolution. C'est l'Académie des sciences, tout simplement. C'est la même. Elles sont téléphonées à ce moment-là. Le cours des Ponts et Chaussées, il est toujours là. Donc, il arrive un petit peu de temps après. Donc, avec cette jonction qui va se passer surtout au XVIIIe siècle entre sciences et technique. Avant, c'est déjà un peu là, mais tout d'un coup, ça y est. Ça devient établi. Un ingénieur des Ponts et Chaussées, ça peut être toujours déjà un fabricant de machines et qui va après trouver des lois un peu d'abord, c'est d'abord un technicien qui va trouver les lois les plus générales, ou au contraire, c'est un théoricien qui va appliquer. Hein. Ça va fonctionner dans les deux sens, cette affaire-là. Au XVIIIe siècle, on a la grande aventure que vous connaissez de l'encyclopédie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie? C'est la pédagogie du cercle, c'est que donc sous la férule de Diderot et d'Alembert, donc l'ensemble des savoirs artisanaux vont être rassemblés. Enfin, je sais pas si quand je dis encyclopédie, qu'est-ce qui s'inscrit dans votre imaginaire? Une page avec des figures géométriques, des chiffres. Hein. Donc avec cette idée de mathématiser justement ces savoirs artisanaux pour les généraliser, les diffuser. On va tous les rassembler, c'est vraiment là qu'il faut être. Hein. J'imagine, enfin, je ressens l'enthousiasme de tous ces hommes, hein, effectivement, à ce moment-là. Et donc de l'écrire en langage mathématique, parce que là vous avez une langue qui va devenir une langue universelle. Depuis toujours, les humains, ils cherchent une langue universelle. Il s'est passé l'aventure de la tour de Babel qui a mal tourné. Bref, les mythes racontent toujours cette question de la langue. Eh bien, il y en a une langue. Et aujourd'hui, elle est toujours vraie. Qu'on se trouve à Paris, à Brasilia, à New York, en Australie ou en Afrique. Il y a une langue unique. C'est bien le langage mathématique. Tout le monde ne la parle pas tout à fait quand même. Hein. Mais voilà. Donc, en tous les cas, cette grande aventure, elle va donc mathématiser les savoirs, les déployer, les généraliser, et c'est parti.
Du point de vue de la technique, donc la deuxième partie du 18e, vous avez l'invention de la machine à vapeur en Angleterre, puis ça vient vite sur le continent. Et à ce moment-là, la jonction se fait de façon très forte. La science moderne va enfanter la technique. Ça va être la grande aventure du 19e siècle, le siècle de l'ingénieur. L'Occident, c'était déjà en grande partie répandu sur le monde, avec les grandes découvertes à partir de Christophe Colomb. Ceci dit, pas partout. Mais au 19e siècle, toute la planète est colonisée par les Européens, parce qu'aucun peuple ne peut résister à la puissance. Il y a un décuplement de la puissance, effectivement, avec les machines, à la puissance militaire et la puissance aussi intellectuelle à ce moment-là. Les Européens se vivent comme la pointe avancée de la civilisation. Donc on hérite encore un peu de ça aujourd'hui, même si c'est en train de se casser la figure, cette idée-là. Justement, dans notre inconscient, elle nous fait un peu de mal. Mais il faut comprendre qu'effectivement, quand les Européens partent à la conquête du monde, bien sûr, il y a une conquête pour accaparer les richesses des autres peuples. Mais il y a aussi cette conviction que ils savent, la science, elle sait ce qui est vrai, c'est beau et c'est bon, quoi. Il y a cette idée-là, cette idéologie-là, qu'on pourrait dire, qui traverse aussi bien les militaires, les ingénieurs, les administrateurs, les missionnaires. Il y a une convergence à ce moment-là qui fait que aucun pays peut résister à cette puissance globale des Européens. Avec ce lien, je dirais, inattendu. Pour nous, c'est évident qu'il y a une lien entre science et technique. Mais vraiment, si vous le replacez dans l'histoire des idées, non. Au XVIe siècle, si on regarde ce qui se passe sur la planète, entre la Chine, l'Inde, l'Empire ottoman ou l'Europe, au XVIe, au niveau technique, c'est kiff-kiff, hein. C'est kiff-kiff. Quand les Européens vont arriver en Chine, ils vont découvrir la boussole, ils vont découvrir la poudre, ils vont découvrir le papier, que les Chinois ils ont une plus belle lurette, hein. Ils vont les ramener en Occident, en Europe, et ils vont les techniciser, et puis ils vont retourner en Chine, et puis après là, ils vont envahir la Chine. Alors, bref, ils vont dominer la Chine. Mais ça sera au 19e. Hein. Bon, mais sinon, c'est à peu près équivalent. Il y a une bataille navale très, très importante qui se passe à Lépante. Vous avez peut-être en tête cette grande bataille navale de Lépante. C'est dans les années 1577 ou 78, entre l'Empire ottoman et les puissances occidentales maritimes, donc Espagne, Italie. Sous l'égide du pape, hein, parce que l'Empire ottoman est en train de se répandre de plus en plus de toute façon vers l'ouest de la Méditerranée. Et à Lépante, il y a beaucoup de tableaux, si vous êtes dans les musées, qui célèbrent la victoire de la flotte européenne, mais ça a vraiment été un cheveu, quoi. Ça aurait pu vraiment plus se passer autrement. Hein. C'est une très grosse bataille navale, hein, très grosse bataille navale. Les Turcs, enfin, les Ottomans étaient au même niveau technique largement, hein, que les Européens. C'était un cheveu. Donc c'était avant cette grande aventure-là. Hein. Tout ça pour dire que, vous voyez, le décalage de l'Occident dans sa puissance, elle est liée à cette alliance qui va devenir indéfectible, à tel point que je fais un peu des sauts dans l'histoire, mais que je vous dis, la science a enfanté la technique. Et que depuis quelque temps, peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de science dans notre affaire. Et que la technique, technoscience ou technologie, c'est un mot bizarre ça, technologie. Ça, c'est deux mots grecs, hein. C'est la science de la technique. C'est le mot techno qui est en avant, hein. C'est qu'en fait, la technique, elle s'est quelque part autonomisée de la science. Et peut-être même autonomisée de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle démocratique sur la technique. Axiome de la modernité, tout ce qui est faisable sera fait. Ce fut pour le meilleur, ce fut pour le meilleur. Ça peut devenir pour le pire. Et c'est cette confiance-là, et cette foi-là, qui est, de mon point de vue, qui est en train depuis déjà un moment, hein, je vais y revenir, qui est en train de basculer, et que si nous ne croyons plus que la technique est toujours bonne, parce que c'est ça sa construction philosophique. La science, elle est vraie, belle et bonne. Par construction philosophique, hein, idée platonicienne que le Moyen-Âge et que la modernité a gardée. Et la science enfonce la technique. Donc la technique, elle est bonne. Par construction. D'ailleurs, et nos institutions, elles ont été faites pour ça. Le corps des ponts et chaussées, il est fait pour ça.
L'Académie de médecine, qui nous raconte des choses sur le virus, elle dit le vrai. Par construction philosophique. Oui, mais si elle dit pas tout à fait le vrai, si on n'y croit plus vraiment, si, merde. Juste par là, tout d'un coup, ça s'effondre au niveau philosophique et spirituel qui est au cœur de ça. Donc, nos institutions, elles sont faites pour protéger la rationalisation du monde, l'objectivation du monde. Ça a été leur job, puisque la modernité met en avant la valeur principale autour de la rationalité. Cette rationalité qu'on va dire instrumentale, parce que justement cette rationalité, le mot raison il est large, hein, mais la modernité va petit à petit un peu le rendre plus étroit, parce qu'il va le techniciser, va le rendre instrumental. Et le job de toutes nos institutions, c'est-à-dire de ce qui nous fait vivre collectivement en paix, parce qu'on y croit ensemble, c'est effectivement que par la technique on va améliorer nos vies. Mais si je l'ai dans ma poche et vous aussi, c'est que ça améliore ma vie, sinon j'aurais pas, d'accord. Mais mon fournisseur d'accès, alors moi, il y a 2 mois, l'iPhone, j'ai mis à côté. Je suis revenu à ça, je suis vraiment content. J'ai plus d'internet dessus, c'est plus cool. C'est vrai, hein. C'est un luxe, hein, de se passer de l'internet, hein, là-dessus. Je sais pas, hein. C'est sympa. Je suis content de moi. Bon, ceci dit, mon fournisseur d'accès, il sait où je suis là. Peut-être même il y a peut-être pas que Didier qui m'enregistre, hein. Je suis fliqué. Vous savez, la technique, elle n'est pas toujours bonne, elle est ambiguë. Et peut-être que de globalement positive, elle a peut-être basculé du mauvais côté désormais. En tous les cas, nous sommes de plus en plus nombreux à le croire de plus en plus. Et c'est comme je vous dis, si nous n'y croyons plus au bien, avec un grand B, hein, platonicien de la technique, tout le système s'effondre sur le plan philosophique. Alors ça prend du temps avant que ça soit la Bérésina. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit assez tôt, ça, que vous connaissez bien, que ça allait peut-être mal tourner. Avant Rousseau. Blaise Pascal. Géant parmi les géants. Plein XVIIe siècle, Blaise Pascal. Mathématicien de première grandeur. Pascal, il invente le concept de probabilité. Si fondamental aujourd'hui d'ailleurs dans les sciences. Il invente c'est quoi la probabilité. Si vous allez à Paris aux Arts et Métiers, vous trouvez la Pascaline. C'est la première machine à calculer mécanique. C'est du Pascal encore ça. Pascal, c'est un physicien de première grandeur. Il découvre ou il invente le vide contre Descartes. Ils ont toujours été comme ça, Descartes et Pascal, avec les expériences sur le Puy de Dôme, que le vide. C'est aussi un philosophe, Pascal, et un mystique. La dernière partie de sa vie, il va vraiment être axé là-dessus. Et il va dire, Pascal, attention. Il est toujours resté mathématicien. Hein. Il y a un lieu où la science est reine, où la raison est reine, et il y a un lieu où elle ne l'est pas, où c'est plutôt dire l'amour qui est reine, la foi. Et il ne faut pas confondre les deux, dit Pascal. Ne confondez pas les deux. Soyons à fond dans chacun des cercles, mais il peut y avoir des intersections, mais ils sont quand même séparés, quoi. Et dans les pensées de Pascal, ça reste extrêmement, elles sont plus que géniales, les pensées de Pascal. Hein. Je ne sais pas si vous les lisez, mais ouais, elles sont toujours très justes, parce que Pascal, il met ça en permanence dans les contradictions. C'est d'observer le monde. Hein. Vous voyez, donc Pascal, c'est il y a 400 ans pratiquement, et Pascal, il voit, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est très très visionnaire, il voit que si effectivement un des cercles, notamment le cercle de la raison, exclut le cercle de la foi, de l'amour, de la relation, on va dire, ça va mal se passer, quoi. Mais Pascal n'a pas de postérité immédiate. Donc il a pas de postérité immédiate et quelque part, bon, il est trop en avance sur son temps. Hein. Il faut attendre environ 2 siècles pour que, donc il y ait quand même des mouvements qui mettent en question la puissance du rationnel. On est au tournant du 18e, 19e avec le mouvement des romantiques. Là, vous l'avez un peu en tête, je pense. Ou surtout dans la littérature, beaucoup en littérature, dans les arts en tous les cas. Et c'est là, qu'est-ce qu'ils vont dire les romantiques? Ils vont dire, il y en a marre justement de la rationalité. Retour au sentiment, retour à la vie, retour à la nature, retour au lien. Quand on dit que tu es un peu romantique aujourd'hui, c'est un peu
péjoratif, hein. Ça devrait, je pense que ça va peut-être changer, hein. Donc les romantiques, ils n'emportent pas le morceau, quoi. On est au début 19e. Là, l'Occident est en pleine puissance, hein, puisque vraiment l'acmé, le point le plus fort à tout point de vue de l'Occident, c'est vraiment le 19e siècle, le siècle de l'ingénieur. Donc là, ça passe pas la rampe. Du côté de la philosophie, on pourrait dire que le sommet de la philosophie rationnelle, au sens large du mot, hein, Friedrich Hegel. Vous voyez, on est au début du 19e. Wirklich ins Vernünftig. Donc, le réel est rationnel, c'est un aphorisme de Hegel. Le réel est rationnel, mais dans une vision large. Hein, la phénoménologie de l'esprit, c'est une pensée rationnelle de la contradiction, mais vraiment toujours en ramenant ça dans une dialectique de rationalité. Il est à Jena, il était à Jena, Hegel, et il a un collègue qui s'appelle Hölderlin, que vous connaissez peut-être, Friedrich Hölderlin, un immense poète. Donc le réel est rationnel pour Hegel. Qu'est-ce que dit Hölderlin? Le réel, c'est la poésie. Le réel, c'est la poésie. Il va devenir fou, Hölderlin, à la deuxième partie de sa vie. Et c'est un géant. Les immenses poètes sont des immenses philosophes. Hein. Qui est-ce qui a raison? Oui, c'est les deux, absolument. C'est absolument raison, les deux. Donc on peut, voilà. Mais c'est pas l'un contre l'autre. C'est ça la question. Mais au 19e siècle, on n'écoute pas vraiment les poètes. On n'écoute pas vraiment les romantiques. Du côté de la philosophie, je dirais le débat philosophique, lui, va prendre une tournure nouvelle avec celui qui va qui va lutter contre Hegel sur le plan philosophique, qui est Søren Kierkegaard. Zut, comment on écrit Kierkegaard tout d'un coup, j'ai plus écrit. Søren Kierkegaard, donc on est je crois que c'est 1835, le traité de l'angoisse. Ou c'est contre Hegel en fait que Kierkegaard va philosopher, hein, donc c'est un grand philosophe danois, tradition protestante, et qui va essayer de penser l'angoisse. L'angoisse, c'est pas facile à rationaliser, alors pas facile à philosopher, parce que le philosophe, il essaie comme de penser en raison, hein, mais quand même, il essaie de basculer et de bouger les choses. Donc Kierkegaard est un peu dans l'histoire de la philosophie contemporaine, c'est un peu, je dirais, le fondateur des philosophies de l'existence. De l'existence. Donc le débat philosophique au 19e, il commence à avoir lieu. Deuxième partie du 19e, j'ai pas fait de faute d'orthographe, à cet autre géant-là, Friedrich Nietzsche. Qu'est-ce qu'il va dire Nietzsche? Il va dire, le réel, c'est la vie. Le réel, c'est la vie. Alors là, peut-être que ça commence déjà à devenir plus proche de nous. Même si le réel, c'est bien la poésie quand même, c'est bien aussi effectivement la rationalité. Bref, vous voyez, c'est plus ouvert, quoi. Mais dans l'aventure de la modernité, petit à petit, ça va devenir plus étroit. Ça va devenir plus étroit avec parce qu'effectivement, le surcroît de puissance rend un peu fou les hommes. On le sait bien, malheureusement. Hein. Surtout s'il n'y a pas à côté de d'autres des pensées plus spirituelles. Hein. Mais la spiritualité, c'est pas franchement mathématisable. Donc, out. Déjà, les affects, la psychologie, hein, c'est la science des affects, la science de la psyché. C'est une science, donc elle va, toutes les logies, hein, la sociologie, la psychologie, va au cours du 19e siècle, sur le modèle des sciences mathématiques, effectivement, essayer de quantifier les sentiments, les affects. Mais quand même, ça marche pas tout à fait bien. Et puis, je regarde l'heure parce que je vois que vous m'écoutez bien, mais il faut que j'avance. Donc, vous voyez, le verre est dans le fruit, on peut dire. Pascal l'avait dit. Ça commence à branler un peu dans le manche quand même, parce que cet espoir de libération et d'amélioration toujours de nos vies par la technique, il y a quand même des ratés, même si globalement, hein, sur la longue période, il y a un mouvement favorable. Mais il y a un siècle à peu près, il se passe quelque chose d'important. 22 avril 1915, Ypres, en Belgique. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Les gaz de combat. 18 heures du soir, les vents sont favorables, et les troupes allemandes ouvrent les bonbonnes d'Ypérite. Ça se répand sur les tranchées françaises, c'est l'hécatombe. Quelques mois après, et bien sûr, les Alliés et les Français font pareil, et tous les obus qui sortent des usines de Gerland en 18 sont bourrés de chimie. Comment c'est possible ça? La chimie, c'est une science. La science,
C'est beau. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe à la Première Guerre mondiale? Les puissances en guerre s'engagent dans une guerre dite totale. Toute la puissance technoscientifique des belligérants au service de la mort industrielle. Nos arrière-grands-parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ça dépend à quel âge on a, ceux qui en sont revenus, vous savez bien qu'ils ne pouvaient pas en parler tellement ça a été indicible. Paul Valéry dira en 19, l'Europe s'est suicidée en 1914. Et je pense qu'il a raison. C'est que ces idéaux de libération par la technique, totalement renversés et vécus par le peuple. Alors, comme je vous dis, il y a des intellectuels déjà, des poètes qui avaient dit casse-cou. Mais bon, c'est un peu dans les marges. Là, c'est dans la chair du peuple, alors des peuples, pas seulement des Européens, mais pas seulement, hein, puisque il y avait plus de 60 nations engagées dans le conflit, le premier conflit mondial. Donc, dans cette guerre totale, où la technoscience a été mise au service de la mort industrielle. Cette promesse-là de libération, donc c'est pour ça que c'est le point de basculement, me semble-t-il. Alors, ça met du temps à rentrer, hein. On est un siècle après, ça y est. On sait bien que la technique, elle n'est pas toujours bonne. Je ne vais pas me montrer mon petit portable, qu'elle est ambiguë. Alors évidemment, le XXe siècle n'a pas démenti ça, avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la bombe atomique, et ça continue. Les armes. Ces fameuses big data, là, hein. Là, il paraît qu'il y a un pass sanitaire, mais bientôt il y aura, vous savez bien, le visage là qu'on vous scannera, quoi. Donc une défiance apparaît de plus en plus, et ça c'est terrible, si je puis dire, c'est tragique pour notre société, parce que toutes nos institutions sont fondées sur la croyance que nous avons partagée collectivement, en tous les cas très majoritairement, que la technique était bonne et libératrice. Si elle bascule du mauvais côté, si de libératrice elle devient oppressive, elle devient aliénante, nos institutions, nous n'y croyons plus, elles sont faites pour ça. Institution, institution. Le ST ici, là, c'est stable, ça veut dire stable, ça vient du verbe être. Une institution, c'est faite effectivement pour rendre stable la société. On en a absolument besoin, sinon c'est la guerre civile entre nous. Donc c'est une institution, c'est qui protège nos règles de vie auxquelles on croit collectivement. Et c'est bon ça. Donc quand l'Académie de royale des sciences se crée, quand le corps des postes des chaussées se crée, quand l'État-nation se crée, c'est un truc important ça aussi. État-nation. Traité de Westphalie, 1648, vous voyez, plein 17e. L'invention du concept d'État-nation. Premier homme d'État en France, cardinal de Richelieu. L'État, c'est moi. Déjà un État, tout de suite un État autoritaire. Et c'est logique. Des frontières, une religion, des frontières, un État. Donc France, Angleterre au début, puis après donc l'Europe, puis le monde, quand les Européens se répandent sur le monde, des États-nations. C'est fondé sur une rationalité. L'État-nation, il est rationnel. Si la rationalité part en vrille, les États-nations partent en vrille. C'est ce qui est en train de se passer. Donc nos institutions politiques fondées sur l'État-nation, sur les États-nations, puisque actuellement, Zesca, hein, ça tient plus, quoi. Donc ça devient assez, c'est sérieux, ça prend sur du temps, mais à un moment donné, que d'un coup, on s'aperçoit que c'est devenu vide, quoi. Nos fondements sont devenus vides. Donc nos institutions, c'est pour stabiliser. Et donc ma proposition à moi, qui est très subversive, c'est de dire que les institutions sont liées aux civilisations. Les institutions naissent, se développent et meurent avec les civilisations. Donc ça dure plusieurs siècles cette affaire-là, donc c'est pas du temps. Mais nous, les humains, les personnes, les groupes humains, on peut changer de croyance, on peut se convertir, on peut changer de versant de la montagne. Mais une institution, ça peut pas changer de pourquoi c'est fait. C'est fait, sa raison d'être, comme on dit aujourd'hui pour les entreprises. L'entreprise, ça peut bouger. Sa raison d'être de nos institutions, notamment de notre civilisation, c'est la protection de l'objectivation du monde. Donc tous les mots qu'on utilise, objectivation, modélisation, optimisation, numérisation, rationalisation, vous n'entendez pas ces mots-là, vous? Permanence. Tout ça, c'est des mots qui sont conformes à l'objectivation du monde, à sa rationalisation, à ce qui soit écrit en langage mathématique, au sens à ce qu'il obéisse à des lois. Tout obéit à des lois. Et il y a un mot qui est assez génial, c'est le mot légal. Vous pouvez l'écrire comme ça, vous pouvez l'écrire comme ça. Ça marche. Nous sommes égaux devant la loi. D'abord, c'était les pierres qui obéissent aux lois de Newton.
Puis après, les objets du monde. Et puis, c'est les humains. Déjà, Descartes disait les animaux sont des machines. Enfin, je suis passé un peu vite là, je vais pas tout revenir en arrière, mais les animaux sont des machines. Excusez-moi. Les animaux sont des machines, oui. Et puis, un philosophe qui est pas très connu au XVIIIe, Offray de la Métrie, dit, vous le connaissez pas, Offray de la Métrie, hein? On est en plein XVIIIe, en plein siècle des Lumières. L'homme est une machine, dit-il. Scandale. Et on l'entend, on le connaît pas trop, mais il le dit. Et il a raison, du point de vue de ce qui va se passer par la suite. Et donc, nous sommes objectivés, nous aussi, les vivants sont objectivés, les humains aussi, parce que nous obéissons à des lois, et c'est conforme. Une civilisation, elle est trop belle de cohérence. C'est hyper cohérent, et c'est magnifique de cohérence. Sauf que la question, c'est si cette cohérence devient excessive quelque part. Ma proposition, c'est que les civilisations, vous voyez, ça dure plusieurs siècles, hein. Alors, il y a plusieurs idées là-dessus, enfin, en tout cas, plusieurs siècles, largement. Et ça crée une cohérence de valeurs, au sens, le mot de valeur, il est beaucoup utilisé, notre vocabulaire est pas mal abîmé, hein, c'est bien notre problème aussi. Si je reviens au mot latin de valor, parce que ça vient quand même de là, ça veut dire force de vie. Énergie de vie, voilà, valeurs émergentes qui sous-tendent sur les fondements. Donc, dans la modernité technoscientifique, les valeurs les plus importantes, c'est les valeurs de la rationalité. Et donc, nos institutions sont faites pour les protéger. Mais quand ça démarre, c'est trop beau, c'est là qu'il faut être. Mais quand c'est la fin, c'est qu'il y a eu un excès. En fait, les civilisations, elles meurent de l'excès des belles valeurs qui les ont fait naître. C'est l'excès. La rationalité, c'est bien. Mais s'il n'y a plus que ça, si vous êtes que des paquets de big data, si vous êtes que des chiffres, ça va plus. Enfin, peut-être, je sais pas. Et donc, c'est l'excès de rationalité qui finit par devenir irrationnel. Donc, on se demande pourquoi parfois nos institutions, aujourd'hui, hein, mais je déconne ou quoi? C'est cet excès-là qui les fait déconner. Vous voyez? Parce qu'en fait, le monde, il est plus complexe, il est plus, voilà. Et donc, c'est cette question de valeur, donc, font que, ici, l'excès de rationalisation du monde, qui se poursuit parce que nos actions ne peuvent pas faire autrement que, un ingénieur des ponts et chaussées, il ne peut pas faire autrement que penser le monde en forme de pont. Quand j'ai encore l'occasion de parler avec des anciens collègues, je dis, écoutez, c'était génial cette aventure. Des mathématiciens au 18e, des ingénieurs au 19e, des administrateurs au 20e, trop beau. On fait un musée, on célèbre, et on fait autre chose. Ça se passe pas comme ça. Donc de globalement positif, ça bascule globalement négatif. Et de généreux par rapport à la société, dédié à la société, ça devient clanique. On se sert. Et c'est ce qu'on observe un peu partout aujourd'hui, dans cet excès. Parce que le monde est devenu trop complexe, et peut-être parce que, plus fondamentalement, nous nous sommes mis depuis un certain temps à croire qu'il n'était peut-être pas que écrit en langage mathématique. Peut-être qu'il y a des choses qui échappent. Et à ce moment-là, vous voyez, le verre est dans le fruit, quoi. Voilà. J'étais peut-être un peu long dans cette première partie. Apparemment, je vous ai pas trop perdu encore. Pour dire, voilà, cet élan, cet acmé au 19e, et puis ce déclin à partir de la Première Guerre mondiale, et qui, aujourd'hui, nous emmène dans cet excès de numérisation, financiarisation. L'argent, c'est du chiffre. Donc c'est cohérent. Vous avez aujourd'hui une alliance très cohérente entre la finance, l'informatique, donc numérique, la technologie, l'État. Oui, toutes les institutions, quoi. Donc tout passe dans ce filtre d'un excès de rationalisation étroite. Et on n'en peut plus, quoi. Oui, on n'en peut plus. Je vous vois avec vos masques, là. Pas tous. On n'en peut plus. Combien de temps ça va durer? Je sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose là qui, on sait plus très bien. Mais c'est logique. Je veux dire par là que c'est tout à fait logique. Je vous dis ça pour on va passer après à l'étape suivante, c'est que on ne développe pas de l'amertume ou de ressentiment. C'est logique que le corps des ponts et chaussées, il fasse des ponts
Et alors, enfin, quand c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, j'ai dirigé la direction d'équipement à Saint-Étienne. Il y a eu un dossier difficile entre les liaisons entre Saint-Étienne et Lyon. Il y a des questions de transport qui sont difficiles. La seule réponse du ministère auquel j'étais, c'était une autoroute. Je dis, c'est pas la seule réponse. Il faut peut-être trouver d'autres choses plus originales, parce que il y a des questions de transport. Il faut qu'on mette tout le monde autour de la table, qui ont des savoirs différents. Et puis c'était impossible. Il n'y a qu'une seule réponse. Et c'est ça qui m'a dit, mais on est bête ou quoi? Je pense que les humains sont pas si intelligents que ça. Il faut vraiment se dire ça quand même. Vraiment. Plus exactement, nous sommes d'abord des êtres de croyance avant d'être des êtres de connaissance. Nous sommes d'abord des croyants. Nous nous sommes mis à croire que le monde était écrit en langage mathématique et quand nous croyons ensemble à quelque chose, ça marche. La croyance profonde, l'évidence, elle est performative. Ça, c'est le miracle de la foi, de toute foi. C'est génial. Mais quand ça part quand d'un coup on n'y croit plus vraiment, là, ça marche plus, quoi. Cette parole du Christ dans l'Évangile qui dit si vous croyez que vous pouvez déplacer la montagne et qu'elle va se jeter dans la mer, moi je crois que si on y croyait tous, je pense qu'on y arriverait à la déplacer dans la mer. Mais il y en a quelques-uns d'entre nous qui ne croyons pas, on n'y arrive pas. La foi est performative. Et donc une civilisation, elle est fondée sur une croyance commune qui fonde les valeurs, qui font sens. Et alors là, la beauté des civilisations, c'est que ça, à un moment donné, ça s'établit et ça tient. Mais ça tient qu'un certain temps. Parce que le réel, à un moment donné, il passe à côté. Jean-Pierre Dupuy, peut-être vous connaissez cet auteur important contemporain, Jean-Pierre Dupuy, qui a écrit Le catastrophisme éclairé. Ça vous dit quelque chose? Nous ne croyons pas ce que nous savons par rapport à la crise écologique, la crise généralisée. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Je sais, mais ma croyance est plus profonde et plus importante. Donc, je ne peux pas croire ce qui détruit ma croyance. Nous savons que la Terre est finie. Nous savons que tous les indicateurs sont au rouge. Et on continue. Alors, je vous dis, on n'est pas très intelligent. Plus exactement, nous sommes d'abord des croyants collectifs et nos institutions sont fondées sur des croyances comme si c'était des évidences. Comme si c'était évident que le monde est rationalisable. Ça l'a été. Et pour elle, ça continue. Mais pour beaucoup d'entre nous, ça c'est plus le cas. Donc, on ne va pas de côté, donc on regarde autrement. Ben ça c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Donc, nous croyons, voilà. Cette croyance qui est première, en fait. Je peux être contesté là-dessus, mais je le crois quand même. Donc, voilà. Je bascule sur le deuxième tableau. Sur le fait qu'effectivement, c'est sans doute la fin d'une civilisation, et c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité, on pourrait y revenir aussi. C'est des moments assez tragiques en général, ça se passe en général mal. Quand la modernité démarre, c'est 17e, avant il y a eu 16e siècle, c'est les guerres de religion en Occident. On a ça dans notre tête. Parce que pendant les guerres de religion, les églises, qui étaient les institutions qui tenaient la société, elles sont pas capables de ramener la paix dans le royaume. Et même elles en rajoutent dans la guerre. Donc elles sont délégitimées à ce moment-là. Et l'État-nation prend le pas à ce moment-là et ramène la paix par la rationalité. Et tout le discours des Lumières, ça veut dire c'était obscurantiste avant. C'était obscurantiste effectivement au XVIe, mais pas forcément avant. La grande civilisation du Moyen Âge, elle est splendide de chez splendide. Et donc ça s'est mal passé. Quand l'Empire romain s'effondre, alors ça peut être sur des moments assez longs. Ça se passe pas bien, quoi. Donc devant nous, il y a des dangers et on sait bien. On sait bien parce que nos institutions, elles se cabrent. Parce qu'elles produisent que ce qu'elles peuvent produire, du contrôle, de la norme, du contrôle, de la norme. Elles sont faites pour ça, puisqu'elles doivent contrôler le réel, le légaliser. Alors qu'on devrait leur dire, écoutez, cool, Monsieur Macron, faites la grasse mat, s'il vous plaît, foutez-nous la paix, ça suffit, on a suffisamment de lois, on va se démerder, on est responsable. Mais ils peuvent pas s'empêcher de faire ça, ils sont faits pour en rajouter. Et c'est logique. C'est juste pour dire, on peut leur en vouloir, mais c'est pas intéressant et puis c'est pas juste. En tout cas, les hommes qui sont là, ou les femmes, ils sont conformes. Ils sont conformes. Et donc le discours qui tienne est conforme à cette vision hiérarchisée. Je sais, expertisé. L'ingénieur des ponts, il sait. L'inspecteur des finances qui s'appelle Emmanuel Macron, il sait. Mieux que tout le monde. Mais c'est logique parce qu'il savait. Oui, mais sauf que ça marche plus. Plutôt, on n'y croit plus. Et ça marche plus. Et donc, vous voyez, le cercle vicieux est parti.
Et ça va pas revenir en arrière. Hein. Donc c'est la fin d'un monde, mais c'est pas la fin du monde. Un nouveau monde est en train d'apparaître. C'est une proposition, et je pense qu'il est, d'ailleurs si vous êtes là, c'est qu'il est en train d'apparaître. Ce que j'ai appelé de solidarité entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'on observe? Alors ce sont aujourd'hui, hein, depuis déjà un certain temps, et ça fleurit en ce moment, je trouve que c'est chouette. Enfin, moi j'ai changé de lunettes, donc j'arrête pas de voir plein de petits groupes, des groupes humains, des communautés entreprenantes, entrepreneuriales, on peut appeler ça des entreprises, des organisations. Alors c'est pas trop nombreux, hein, quelques dizaines, quelques centaines de personnes. C'est peut-être le cas aussi de l'aventure de la Nouvelle Acropole, où les valeurs qui sont vécues dans ces groupes humains sont pas des valeurs de domination, sont pas des valeurs de rationalisation. C'est des gens qui font attention à ces choses-là. Mais les valeurs les plus importantes sont fondées sur... Je vais comme changer. On change de monde, on va changer de feuille. Sur les relations. Le prendre soin des relations. Nous sommes en train de passer d'une situation qui a été fondée sur la puissance du rationnel à une qui va être fondée sur la puissance du relationnel. Je vous disais tout à l'heure, le dualisme cartésien qui nous a coupés. On n'en peut plus d'être coupés. On a soif de retrouver la relation. Alors, entre les humains, mais aussi aujourd'hui, entre tous les êtres vivants et entre toutes les entités de la Terre, voire au-delà. Retrouver le lien. Prendre soin du lien. Parce que nous, les humains, on est des êtres éminemment relationnels et sociaux. Il n'y a pas que les abeilles et les fourmis qui sont des êtres sociaux. Les humains, on est extrêmement sociaux. Si on est tout seul, on ne va pas terminer. On va voir comment un enfant, combien de temps il faut pour qu'un enfant devienne un peu adulte. Donc, nous sommes des êtres éminemment relationnels aussi, mais relationnels. Et là, aujourd'hui, ce qui est mis en avant dans ces communautés entreprenantes, c'est se prendre soin, d'être en relation. Et donc, les valeurs qui sont les plus prisées sont celles qui sont des valeurs donc de parité entre pairs, PAIR. Donc pas de domination entre pairs, comme on dit, avec la diversité des personnes et de façon un peu étonnante. Alors, il faut dire les jeunes comme ça en général, mais il y a plus de capacité parmi les jeunes aujourd'hui qu'à mon époque d'être en capacité de coopérer avec des personnes vraiment différentes, simplement. Cette capacité. C'est pour ça que le système de l'éducation nationale, de mettre chacun dans sa bulle à faire sa petite copie en se cachant des autres, ça n'a plus de sens pour beaucoup d'entre vous. Et je pense que vous avez 1000 fois raison, quoi. Parce que la vie, c'est pas ça. Ou c'est plus ça. C'est plus devenir un super expert. C'est pas, il en faut des experts, hein. Mais secondairement, le plus important, c'est de savoir coopérer entre nous. Et c'est notre joie. Parce que, en se faisant la courte échelle entre nous, eh bien, nous nous réalisons singulièrement. La singularité. La modernité occidentale, la modernité scientifique, elle aime pas la singularité. Elle aime la légalité. Tout le monde pareil. On obéit tous aux mêmes lois. Ah oui, mais elle a développé par ailleurs, ça j'aurais dû le lire, parce que ça par contre on va pas le perdre, si je puis dire. Effectivement, ça c'est la grande aventure aussi, pour dire des Lumières, et qui a été mis en philosophie par Kant, sur la dignité. La dignité irréductible de chaque être humain. Justement, Kant, il va dire qu'on n'est pas mathématisable. Chaque être humain est irréductiblement digne, il n'est pas rationalisable, quelque chose qui échappe. Et donc cette question de la dignité, elle va donner la grande aventure des droits de l'homme. Ça commence, donc quand c'est la fin du 18e, aux États-Unis, quand les États-Unis se créent au tournant des années 1778 par là, déjà les droits humains sont là. La Révolution française va le dire. Tout le 19e siècle va travailler cette question-là, jusqu'au Palais de Chaillot en 1948 avec la Proclamation universelle des droits humains, où là tous les pays sont présents. C'est pas qu'une histoire occidentale. Les Occidentaux tiennent la plume, mais les Indiens sont là, les Chinois sont là, les Africains sont là, ils disent OK. Parce qu'effectivement, cette idée que chaque être humain a une irréductibilité de dignité, ça y est, ça vient. Et aujourd'hui, on va pas le lâcher. On est chacun différent. Mais pour pouvoir me réaliser, ce que moi j'appelle l'individuation,
enfin, c'est un mot qui est assez utilisé, qui vient de l'individuation, c'est-à-dire que pour que je me découvre, que je me réalise, et tant que j'ai un souffle de vie, la vie est nouvelle. Mais je peux me trouver moi-même, me réaliser, me découvrir que parce que je suis en interaction, parce que je suis en coopération, parce que je suis en entrepreneuriat avec toi. Toi aussi, tu t'individualises quand on fait des choses ensemble. Tu deviens plus singulier. Et dans des petits groupes qui sont chaque fois aussi singuliers. C'est-à-dire que le miracle qui est en train de se passer, c'est que nous, les Occidentaux, on revient vers du collectif, mais on va pas lâcher pour autant cette notion de réussir sa vie singulière. Mes parents, ils disaient, on réussit dans la vie. Vous connaissez cette là. Non, maintenant, si je réussis ma vie singulière, puisque l'ascenseur social marche plus, là. Donc, c'est plus gravir l'échelle sociale, c'est réussir ma propre vie singulière. Et je sais pas comment elle est. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de vivre. Mais je peux me trouver que parce que je suis en relation. Et donc ça vient, je dirais, en contradiction avec l'individualisme. L'individualisme, c'est une idéologie, effectivement, le isme, d'une certaine dignité, mais seul, coupé, justement, coupé des autres, contre les autres. L'individuation, c'est, oui, je me déploie, c'est ma joie, parce que toi aussi tu le fais, parce qu'on fait des choses ensemble. Et c'est parce qu'on fait des choses ensemble que je vais pouvoir me découvrir avec des talents, des compétences, des goûts nouveaux. Et donc ça, dans ces entreprises, ça se joue, ça se fait. Et ça marche, quoi. Là, les humains sont capables de choses extrêmement belles. Corporéité, c'est une des valeurs importantes qui revient. Si nous ne sommes pas un paquet de big data, c'est que nous sommes des êtres de chair et de sang, d'os, de neurones. Nous sommes un corps vivant, de chair, incarné. On a besoin de ça pour vivre, on a besoin de techniques, on a besoin de robots. Mais les robots sont vachement bons dans la rationalité. Ils sont meilleurs que nous, d'ailleurs, maintenant, les échecs, ils gagnent tous les coups. Enfin, bref. Ben oui, parce que les échecs, ça peut être super intelligent, mais c'est que de la rationalité, complexe, mais bon. Donc, les algorithmes, ils gagnent, quoi. Donc, si je suis qu'un être rationnel, c'est normal qu'on m'en passe par un robot. Mais le robot, il me questionne, il me dit, toi, humain, qui es-tu? Est-ce que t'es comme moi ou est-ce que t'es autre que moi? Mais moi, je suis de chair et de sang. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes qualités originales, elles sont plutôt ailleurs, elles sont peut-être du côté de la sensibilité, des affects, de l'imagination, de l'intelligence de mon corps. Donc, aujourd'hui, constant, on commence à refaire attention à ce qu'on mange, à sa santé, parce que justement, nous sommes un corps vivant. Et donc, effectivement, les lieux où on prend soin des corps en relation que nous sommes, et ce lien indéfectible entre corps, âme, esprit, si on revient sur cette anthropologie-là, revient. Donc, dans ces entreprises, on fait attention aussi. Enfin, ici, c'est un lieu agréable. Enfin, agréable au sens où si c'est beau, si on est bien, on va donner le meilleur de nous, quoi. Si on est derrière un écran tout le temps, craque vraiment. Si on est des êtres de chair et de sang, on est aussi des êtres fragiles. On peut avoir des maladies physiques, maladies psychiques. La fragilité, là, c'est inacceptable. Ça va pas. D'ailleurs, on doit toujours être premier de cordée, il paraît. Non, dans ces communautés, les plus importants, c'est, je dirais, les derniers de cordée. Parce qu'un jour ou l'autre, on l'est, On n'est pas toujours premier de cordée. Donc, quand je suis dernier de cordée, c'est-à-dire quand je suis pas au top, quand j'ai un souci, quand j'ai une maladie, un emmerdement, enfin, ça pleut quand même pas mal en ce moment, Si effectivement je me fais éjecter du groupe, je vais jamais me donner le meilleur de moi-même. Si au contraire, dans un groupe, on est attentif aux uns et aux autres, et que quand quelqu'un est fragile, il faut trouver des solutions, ça invite à la créativité, à la solidarité. Donc la fragilité devient une valeur positive. Parce que c'est le lieu de la solidarité, c'est le lieu de la créativité, c'est le lieu du don de soi, c'est le lieu où la confiance. Parce que quand je suis pas bien et on m'éjecte pas, quand je suis bien, je donne le meilleur de moi, mais la confiance est là. Mais si quand je suis pas bien, pas au top, je me fais sortir, je vais me protéger, évidemment. Donc la fragilité devient une valeur très positive. Ou plutôt la différence, vous voyez, la diversité va devenir une valeur très positive.
Voyez, je donne quelques valeurs au sens de force qui sont ici deviennent très importantes et qui sont ici minorées, voire ignorées. Un autre mot que vous connaissez peut-être pas tous. Est-ce que vous connaissez ce mot de sérendipité? Vous irez voir sur Wikipédia. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, mais c'est un mot qui commence à arriver. C'est un joli mot, moi j'aime bien. Il a une histoire, une belle histoire. Sérendip, c'est le nom de l'île de Ceylan, en Perse ancien. Et il y a un conte d'un poète persan du début du XIVe siècle qui s'appelle Les Trois Princes de Sérendip. Sérendip, c'est le roi de Ceylan. Il leur arrive plein de trucs. Quand les Européens vont arriver donc au Proche-Orient, ils vont découvrir ce conte, ils vont le rapatrier. Ça va donner au XVIIIe un conte qui est d'abord en anglais, qui s'appelle la Serendipity, et de façon concomitante en France, on a le conte de Zadig, que vous connaissez peut-être, de Voltaire, qui raconte exactement cette histoire-là, Zadig, hein, pas un peu à la mode Voltaire, mais c'est cette histoire-là qui est derrière. Donc ce mot de sérendipité, il nous revient désormais. Qu'est-ce que c'est? On le dit comme c'est l'accueil heureux de l'incertitude, l'accueil du hasard heureux, la disponibilité de toute son intelligence et d'une partie de la rationalité, mais beaucoup plus que ça, parce qu'il arrive plein d'aventures à ces trois princes, et ils vont essayer de décrypter le réel qui leur arrive, et puis bon, je raconte pas le conte, vous pourrez aller le voir. Donc ça veut dire qu'ils développent des capacités d'accueillir l'inattendu. C'est plutôt une qualité importante aujourd'hui, hein. Mais là, il n'y a pas d'inattendu, puisque là, la volonté, c'est on maîtrise le réel, on domine le monde. Donc tout obéit à des lois. Donc la figure archétypale, c'est l'usine taylorienne, hein. Le bureau d'études dit comment on fait, les ouvriers, on fait. Donc c'est le bureau d'études qui décide le réel. Donc il est maîtrisé. Ben oui, mais merde, en ce moment, on ne maîtrise plus grand-chose apparemment, hein. C'est pour ça que les institutions, elles marchent plus bien, parce que leur boulot, c'est de maîtriser le monde. Merde, mais il n'y arrête pas d'arriver des événements, elles sont, et qu'est-ce qu'elles font? Peut-être que le monde est peut-être pas maîtrisable comme elles le pensaient, quoi. Alors, dans ce cas-là, il faut que moi, je suis apte à l'accueillir tel qu'il est. Là, vous saviez pas trop ce que j'allais faire ce soir, hein. Vous êtes encore là. Ah, tiens, curieux, attentif. Et quand on commence à être attentif au sens de la présence au monde, le monde est d'une richesse incroyable. On est vachement étroits, nous, les humains, hein. Dès qu'on commence à développer notre capacité d'attention, de présence, est-ce que c'est beau, riche? Et à ce moment-là, on est en disposition, alors individuelle et collective. Et là, quand vous faites une entreprise, il faut mieux être comme ça, hein, pour accueillir ces événements inattendus. Alors, quand ça se passe plutôt mal, on appelle ça un peu la résilience. Ça, c'est un mot que vous connaissez davantage. Effectivement, c'est rebondir sur une tuile. Mais c'est aussi l'accueillir tout simplement la vie telle qu'elle il y a des événements qui arrivent, et si je suis dans un projet qui est trop comme ça, je vais pas saisir l'événement qui arrive, je veux pas le voir. Alors que si je suis attentif, je dis, ah, je peux bouger, quoi. Et donc, ce cas-là, je suis plus fluide. C'est peut-être plus agréable et c'est peut-être plus puissant comme ça. Et donc, la vie me traverse. Je suis plus celui qui maîtrise dans l'autonomie qu'ont développé les lumières de façon excessive. Au contraire, je suis comme une flûte traversée par un vent, quoi. Et là, le vent, il est du côté de la spiritualité et de la vie. Et si j'arrive à jouer mon air singulier, hein, ma flûte singulière, mais dans une vie qui nous est sans doute commune et qui nous traverse, le concert peut avoir lieu. Et là, ça a des chances d'être assez chouette, quoi. Donc cette qualité de sérendipité, d'accueil, d'ouverture. Alors pour ça, effectivement, il faut être intérieurement assez confiant, quoi, parce que là, parfois il arrive quand même des emmerdements, hein, ça c'est sûr. Hein. Puis quand on commence à avoir des cheveux blancs, on en a vu passer un peu plus que d'autres. Donc ça dépend. Hein. Ça dépend aussi. Voilà. Donc cette qualité d'accueillir l'incertitude. Bon, il y en a quelques autres des valeurs un peu, vous voyez, qui sont, je dirais, en opposition ou en contradiction avec les valeurs de la modernité. C'est comme des polarités. Parce qu'effectivement, c'est intéressant quand même d'avoir des projets, d'essayer de maîtriser le truc, mais pas trop quand même, quoi. Et c'est tout dans ce dosage fin que ça devient intéressant. Je dis pas qu'il faut pas lâcher la rationalité, mais on la ramène à un niveau un petit peu plus bas, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, si on regarde un peu des entreprises au sens plus habituel du mot, il y a des champs de notre vie socio-économique où il y en a peut-être un peu plus que d'autres. Si on regarde dans le champ de l'alimentation, de l'agriculture, il y a plein de choses qui se passent, quoi.
Il y a plein de choses qui se passent autour du bio, autour du zéro déchet, autour de la permaculture, autour d'un lien entre, alors à la fois des choses techniques et d'autres qui sont moins, autour de social, autour des marchés. Enfin, je sais pas où est-ce que vous vous nourrissez. Avec le Covid, ça a peut-être un peu bougé le curseur. Donc, ça invente plein de petites entreprises au sens qui font un lien entre des petits groupes et puis les végétaux, voire les animaux. Il y a beaucoup d'inventions. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des gens qui sont en école de commerce, en école d'ingénieur ou ailleurs. Bon, c'est pas trop normé encore ces jus-là. C'est pour ça que ça s'invente beaucoup. Si vous êtes il y en a aussi dans l'habitat. C'est plus difficile parce qu'il y a des normes. Il y a aujourd'hui plein de choses qui s'inventent aussi dans l'habitat collectif et coopératif, plein de choses très intéressantes. Mais c'est un peu plus difficile parce que d'abord il faut former la communauté, ça prend un peu de temps. Il faut trouver un banquier qui veut bien vous suivre. Il faut trouver aussi on pourrait dire un investisseur ou un immobilier. Donc c'est un peu plus difficile. Allez-y. Oui. Mais l'argent est un frein. Ah, alors. Et par des salaires de numérique, etc. Bien sûr. Vous avez beau, des gros projets privés, Oui. par des banquiers, des besoins de finance. Oui. Le problème, c'est que le niveau de la finance, Non, merci. Merci. Non, pas forcément corrompu. Non, il est logique avec lui-même. Enfin, alors, je veux dire par là, c'est-à-dire que l'argent est vraiment, je veux dire, c'est du chiffre. Donc, c'est quelque part logique que l'Occident s'épuise sur l'idéologie, sur l'idolâtrie de l'argent. C'est ce que Simone Veil le dit de façon absolument fulgurante, cette affaire-là. Enfin, ou l'évangile, hein, entre Dieu et maman, il faut choisir. Entre Dieu et l'argent, il faut choisir. Tu peux pas faire les deux. Toutes les grandes spiritualités sont extrêmement claires. On peut pas faire les deux. Et si on choisit pas, on choisit l'argent. L'argent, c'est maman. C'est donc ce qui est contraire à la fluidité, à l'accueil. Ces entreprises-là, aujourd'hui, elles sont fondées effectivement sur les relations, donc elles sont quand même petites, marginales, c'est difficile. De l'argent, enfin, c'est intéressant le mot finance, hein, c'est un joli mot d'ailleurs, hein, il sonne pas mal en français. Ça veut dire à bonne fin. À bonne fin. La tragédie qui se passe, c'est que l'argent maintenant fabrique de l'argent. L'argent est au service. Et dans ce monde-là, l'argent, c'est un moyen. C'est devenu la fin. C'est ça la tragédie qui s'est passée. C'est un moyen qui permet d'augmenter les relations entre les humains dans les relations d'échange. Hein. C'est pour ça que j'ai inventé. Hein. Sauf que si de moyen il devient fin comme il devient maintenant, ça c'est la cata. Bon. Et effectivement, le système néolibéral, il est fondé sur l'argent comme fin. Je pense qu'une entreprise, moi c'est pour ça que j'ai pas énormément de clients quand même, hein, mais j'en ai quelques-uns, comme j'ai des clients déjà avec qui je vais raconter mes histoires, des dirigeants d'entreprise, c'est des gens pour qui l'entreprise, c'est pas d'abord un centre de profit. C'est d'abord un centre de faire ensemble des choses entre humains pour d'autres humains. C'est ça une entreprise. D'ailleurs, le mot est joli, hein, prendre entre nous pour faire. Il y a un mot qui marche pas encore qui s'appelle entredonner. C'est encore mieux. On va pas faire une entreprise, on va faire une entredonne. Parce qu'on fait des choses ensemble. Pour pouvoir nous déployer, il faut que nous fassions nous entreprenions ensemble. Bon, l'argent est utile pour, oui, mais seulement comme moyen. Et la tragédie qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est devenu la fin. Donc, effectivement, en ce moment, ça cabre, ça se durcit, hein. Parce que, pour la raison que vous dites. Donc, je reviens, effectivement, trouver un banquier ou quelqu'un qui sait utiliser l'argent au service d'un projet très collectif, il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Ça commence à venir. C'est pas facile. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je disais effectivement, dans l'habitat, c'est un peu plus difficile. Quand il faut des masses d'argent importantes, c'est plus difficile. Il y a des essais en ce moment qui se passent. Il y a plein de choses qui essaient de se passer. Hein. Effectivement, les cordes de rappel du système sont extrêmement puissantes pour des tas de raisons. D'abord des raisons, je dirais, d'être riche avec de l'argent, ça semble valorisé, quoi. Alors, moi, je trouve que c'est vachement intéressant, excusez-moi d'être un peu familier, c'est très intéressant de vivre avec peu d'argent. Par contre, avec beaucoup de relations, c'est-à-dire que les relations entre les humains, là, entre nous, on échange des tas de choses, mais qui sont pas toujours matérialisées par de l'argent. Donc, et puis, ça allège vachement. Je vous dis, moi, j'ai ça, j'ai fait ça. On allège nos ficelles, quoi, pour devenir plus rapide, plus léger, c'est plus heureux, quelquefois, je pense aussi, hein.
Et donc, quand vous êtes riche, je plains les riches. Effectivement, il ne faut pas être trop pauvre non plus. On est d'accord, hein. Mais sauf que dans le monde qui vient, et d'ailleurs aujourd'hui il y a quelques fous furieux qui essaient de vivre sans aucun argent. Je ne sais pas si vous suivez ça en ce moment. Hein. Je pense que c'est comme les moines d'autrefois, quoi. Ils y vont, quoi. Ils y croient. Donc en tout cas, s'alléger au niveau de l'argent, d'en avoir moins, d'en utiliser moins, c'est drôlement, c'est intéressant. C'est un beau challenge, quoi. Ça met en joie. Après, chacun se débrouille avec ça. Et quand ensemble on s'encourage à faire ça, ça devient intéressant, quoi. Donc tout ça, c'est pour effectivement se mettre en rupture. Alors là, il y a toujours quand même potentiellement des impôts à payer, il y a de l'URSSAF, etc. Oui, c'est difficile d'être un entrepreneur comme ça. Je suis d'accord. Ça commence à venir quand même. Hein. Enfin, plutôt petit. Justement, quand on grandit, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que c'est des entreprises de quelques dizaines, voire centaines de personnes. Une très grosse entreprise peut mal barrer, quoi. Et pourtant, les gens le jeu est là, fondamentalement, hein, puisque nos indicateurs, parvenir sur la catastrophe qui arrive, quand même, catastrophe climatique, catastrophe environnementale, épuisement des ressources, là, c'est vraiment, dans 10 ans, hein, c'est plus le même monde, pendant, hein. Ça, vous le savez, je pense, hein. Donc, ceux qui sont sur l'argent, de toute façon, ça va s'effondrer. Bon, bref, ça, c'est un peu à notre débat, enfin, on est quand même. Donc, en tous les cas, effectivement, l'argent passe de fin à moyen. Donc cette idée d'effectivement que, alors, ma proposition de nommer un peu les choses, moi si je suis un peu utile à quelque chose, c'est essayer de nommer ce qui est en train d'advenir. Alors sans doute que j'ai une croyance, j'ai un espoir, mais j'ai l'impression que je diagnostique aussi les choses. En tout cas, j'ai mis des lunettes qui me permettent de voir cette multitude de petites lucioles qui apparaissent et le temps qui vient en ce moment, non seulement la nouvelle qui arrive, mais ça commence à se mettre en lien. Ça se mettre en lien au sens, mais qu'est-ce que sont ces valeurs de fond qui leur sont communes? Chaque personne est singulière, chaque groupe humain est singulier, mais quand une société est en train de se construire, eh bien, il y a du commun dans les valeurs. Et ces valeurs-là, donc je pourrais parler effectivement de toutes les valeurs du prendre soin, donc alors, si je mets le mot écologie, en fait, je vais plutôt mettre le mot interdépendance. Voilà, ça c'est peut-être plus juste. C'est-à-dire que ce qu'on va préserver, c'est nos interdépendances. Nous entre les humains, puis avec tous les vivants. Et donc nous sommes en train, ceux qui vivent là, sont en train de construire des règles de vie, des règles du jeu, qui sont des embryons d'institutions. De comment on préserve nos interdépendances, nos fragilités. Comment on préserve. C'est ça qui nous intéresse. Ça nous réjouit. Et puis ça a du sens. Enfin, un nouveau sens apparaît. Ça, je dis, ça a été génial, hein. Sauf que on n'y croit plus, ça marche plus, ça devient décohérent. Mais ça a été cohérent. Et une situation, elle est forcément magnifiquement cohérente, sinon elle tient pas. On pourrait parler de celle du Moyen-Âge ou celle de l'Antiquité ou même avant. Ça tient debout. Donc là apparaît une nouvelle civilisation, mais entre deux, il y a moi j'appelle ça une métamorphose, c'est-à-dire que le mot de transition, il marche pas bien, quoi. Ou pas seulement, parce qu'il y a de la discontinuité. Et on n'aime pas penser à la discontinuité, quoi. Il y a un saut à faire, il y a une faille, il y a un saut, il y a une conversion à faire, quoi. Il faut sauter le pas, quoi. Il y en a déjà qui ont sauté le pas. Il y en a de plus en plus, hein. Mais pour sauter le pas, il faut voir qu'il y a du soleil de l'autre côté du versant. Si on voit pas le soleil, on voit pas pourquoi on sauterait le pas, quoi. Donc moi, ce que je propose, c'est de dire, mais oui, ça vaut le coup, c'est chouette, quoi. C'est pas foutu du tout. Regardez. Je sais pas comment on va résoudre les problèmes qui sont insolubles aujourd'hui rationnellement. Aujourd'hui, enfin, quand on regarde, Vincent, tous ces indicateurs qui sont au rouge, rationnellement, on est vraiment foutu, hein. Donc si on n'est que des êtres rationnels, il faut se suicider. Mais on n'est peut-être pas que des êtres rationnels. Si on se met à croire ensemble qu'on va y arriver et qu'on est sur ces valeurs-là, on va peut-être en trouver des solutions. Mais on va les trouver, les solutions. Je ne sais pas lesquelles, parce qu'aujourd'hui, elles sont apparemment impossibles à trouver. Mais si, vous voyez, on peut les trouver. Mais pour ça, il faut effectivement croire, espérer et voir, et donc expérimenter que oui. Et à ce moment-là, on peut se mettre en mouvement. Dire, ok. Par contre, comment, il faut lâcher ces trucs, hein. Alors, quand on est jeune, c'est peut-être plus facile. Quoique. C'est-à-dire parce qu'on est un peu moins lourd, on est un peu moins alourdi, on a un peu moins de ficelles un peu partout, quoi, hein. Ça dépend de chacun de ses histoires, hein. Mais n'empêche que pour pouvoir se mettre en mouvement, il faut dire, là, en ce moment, c'est quand même assez opaque, hein. On est dans le tunnel, hein. Mais regardez bien, il y a la lumière au bout du tunnel. Et puis il y en a peut-être qui sont déjà sortis, là. Vous voyez. C'est comme ça que ça se passe en ce moment, ça par touche, quoi. Enfin, il y a un certain nombre de personnes, il y a notamment des jeunes qui
soit en sortant de leur diplôme, shift, faire autre chose. Ça, je pense que vous êtes peut-être dans ce cas-là, vous. Même, ils vont même pas au bout du diplôme. Ah, les parents sont fous furieux, quoi. Merde, il était HEC, il va même pas au bout. Merde. Ça commence à venir, hein, ça. Je trouve ça vachement intéressant, quoi. Ça veut dire que donc, cette force de vie qui traverse ces jeunes-là, elle est vachement puissante. Parce que s'ils font ça, c'est qu'ils croient, enfin, peut-être que je dis, vous êtes d'entre vous dans ce cas-là, hein, ils croient que oui, chacun va se réaliser au sens profond du mot réaliser, hein, parce que là, ça marche plus, quoi, non. Effectivement, être dans une entreprise, je dirais, classique, où il faut faire du reporting en permanence, où la seule chose, le fond du fond, c'est gagner de l'argent, ça marche plus, quoi. Donc, vous voyez bien ce mouvement en ce moment qui est en train de se passer et qui là, depuis pas longtemps, hein, ça fuse, quoi. Avec les burn-out qui se généralisent dans les entreprises. La crise actuellement, c'est étonnant, hein, depuis l'été, là, enfin, je vais peut-être arrêter là-dessus, puis un peu échanger sur la question. Oui, ou en ce moment, les entreprises ont du mal à recruter. Est-ce que les gens sont paresseux? Non. Ce que proposent les entreprises, ça colle de moins en moins, quoi. Ça enthousiasme de moins en moins. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, les plus affûtés des dirigeants le savent, quoi. Ils disent, mais il faut qu'on bouge, quoi. Ils se mettent à bouger quand même, hein. Alors, plus ou moins vite, hein. Donc, tu vois, il y a quelque chose il y a un gap qui est en train de se passer que si vous êtes là, sans doute, et puis si la pensée vous intéresse, la philosophie, ben oui, il faut qu'on essaie de penser ce qui se passe, mais c'est vraiment intéressant, il se passe des choses passionnantes. Effectivement, à un moment donné, il faut faire un basculement, quoi. Dire, bon, il faut avoir une nouvelle cohérence qui apparaît. Bon, dans la difficulté, hein. Les humains, ils n'ont pas changé depuis des millénaires, quand même, hein. Mais, quand une situation démarre, c'est le côté positif, beau, généreux, sociaux des humains qui apparaissent. Quand une situation se casse la figure, c'est le côté plutôt vicieux, méchant, cynique des humains qui apparaissent. Donc aujourd'hui, effectivement, comme nos institutions, parce que ça casse la figure, ce qui apparaît dans l'espace public, c'est plutôt cette vision négative de l'homme. Logique. Mais si on passe de votre côté, on dit, mais dans ces lieux-là, mais c'est splendide. Donc les humains sont toujours les mêmes, mais quand une situation démarre, elle va démarrer avec un enthousiasme, une vitalité, parce que là on est capable, nous, des choses incroyablement belles, et on a un corps extrêmement intelligent. On a perdu en Occident la puissance d'intelligence de nos corps, hein. Et c'est en train de s'installer. Moi je participe à des groupes, peut-être vous aussi, pour se mettre en connexion avec les plantes et les animaux, les arbres, quoi. Connexion profonde, hein, connexion dans l'invisible, dans la sensibilité. Bon, je suis à l'école maternelle, quoi. Je dis, mais bon, j'ai 60 ans, mais il faut que j'y aille, quoi. Ça me plaît. Je saurais un peu les plantes, quand même, hein. Donc, parce qu'on a perdu cette connexion intérieure que les peuples premiers, ils ont peut-être pas perdu, ils sont vraiment redevenus premiers, ceux-là, hein. C'est pour ça que c'est tellement précieux, les peuples premiers, hein. Parce qu'ils sont en avance sur nous aujourd'hui, hein. Parce qu'ils n'ont pas été dualisés coupés en morceaux avec le dualisme. Donc, ils ont gardé autant qu'on puisse se trouver quand même. Je suis un peu abîmé quand même, hein. Garder cette unité de la sensibilité et de la relation. Donc, ils nous enseignent, quoi. Donc, on a tout sous la main, si je puis dire, à condition qu'on bascule et on découvre aussi des choses nouvelles, parce qu'on va pas complètement lâcher ça. Mais on va essayer de remettre la technique au service de la vie. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, mais c'est ça notre enjeu, quoi. Voilà. Donc, oui, j'ai un peu mélangé mes deux tableaux, là. Donc, situation de la vie. C'est-à-dire que je pense que ce qui est commun à l'ensemble de tous ces groupes et sur toute la planète, c'est la protection, la joie de la vie, dans tous les sens du mot. J'ai peut-être juste terminé par ça, pour dire qu'effectivement en français on a un seul mot. Alors on dit souvent vivant, le vivant, mais dans le mot le vivant, il y a quelque chose qui rationalise. Moi je préfère le mot vie, ça. Il y a quelque chose qui échappe un peu, quoi. Alors on a ce mot-là en français. Les Grecs, ils ont 3 mots pour dire vie. On les connaît d'ailleurs, hein. Il y a obios, il y a etzoé, et il y a epsuké, si j'écris en grec. Ça c'est masculin. Ça va donner la biologie. Logos, bios. Ça va donner la zoologie. Et ça va donner la psychologie. Il y a 2 noms féminins et un nom masculin.
Bios, alors bien sûr ces mots-là, oui, c'est pas la mythomologie, hein. Ils disent des choses un peu différentes, hein. Bon, je vais être un peu étroit, mais un peu rapide. Bios, c'est la vie qui fonctionne, la vie mécanique. Effectivement, il faut que ça fonctionne. Mon coude, il fonctionne pas, j'ai un peu mal au genou, ça va pas le faire, quoi, hein. Donc la biologie, c'est prendre soin de la mécanique du vivant. Donc ça fonctionne très bien pour la modernité occidentale rationnelle, hein. La science de la vie, c'est la biologie. De la science de la vie mécanique, fonctionnelle. Oui. Et Zoé, c'est plutôt la vie face à la mort. Plutôt la vie existentielle. Au sens je reviendrai après sur l'évangile, parce que l'évangile va jouer sur ces mots-là. Si vous voulez raconter quoi. Comme on traduit tout par vie, on n'a rien compris, quoi. Parce que l'évangile, c'est écrit en grec, je ne sais pas si vous le savez. Et donc, sur des mots grecs, effectivement, surtout dans l'évangile de Jean joue sur ces mots. Et comme on traduit tout par le même mot, on est à côté de la plaque. Et psyché, c'est l'âme. En fait, c'est l'âme, anima en latin, c'est-à-dire, on est plutôt du côté de la vie animale, qui est déjà une belle vie, qui n'est pas que mécanique. Donc ça, c'est la vie, je dirais plutôt animale, la vie mécanique, la vie déjà animale, parce qu'il y a une âme, hein, pour les Grecs, hein, chez les animaux, hein, au sens âme. Et puis Zoé, c'est la vie existentielle ou spirituelle. Et dans l'évangile de Jean, je vais juste terminer là-dessus, c'est que notamment dans le prologue, quand le ressuscité, en fait, il passe de psyché à Zoé. Et le jeu de mots, c'est que quand on est vivant, en fait, ressuscité, c'est un mot latin qui veut rien dire, on ne sait pas ce que ça veut dire ce truc, hein. Excusez-moi d'être un peu rapide, mais la résurrection au sens latin du mot, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est un concept un peu abstrait, quoi. Par contre, devenir vivant alors devenir totalement vivant alors qu'on était un peu seulement vivant, ça, on commence à dire, ah ouais. Parce qu'on a tous des expériences où à des moments on est plus vivant que d'autres, quoi. Expérience rare, hein. Mais la vie est vous d'être vécue parce que vous avez soit des extases, soit des moments, vous êtes pris, vous vivez un moment, vous ne savez pas d'où ça vient. Bon. Eh bien, le vivant avec un grand V, donc le Christ ressuscité pour la pensée johannique, c'est le vivant, quoi. C'est celui qui passe de la psyché à la Zoé. Et ça vaut le coup, quoi. Parce que là, la vie, tout d'un coup, elle est... Et toutes les grandes traditions spirituelles le racontent, ça, hein. Là, je vous raconte la tradition chrétienne, mais les autres le racontent. Donc, en fait, ce qui à mon avis, est en train de nous rassembler pas à pas sur la planète, c'est ce goût de vivre profondément. Et ce goût de vivre profondément, il n'est pas pour dominer, il est pour servir la vie. Il est pour être cette flûte dans laquelle le vent de l'esprit me traverse, c'est-à-dire la vie, et me fait jouer mon air singulier, et ensemble, notre air singulier. Et là, dans ce concert, on va peut-être les trouver les solutions à nos impasses actuelles. Voilà, j'arrête là. Merci à vous. On va peut-être... Vous m'entendez? Non. On va peut-être avoir le temps pour une ou deux questions avec Olivier Prévost. Est-ce que parmi vous, vous avez des questions? Oui. Il y en aurait, j'espère. Alors, un instant. Ça marche? Ouais. Je sais pas si vous connaissez la théorie de, je vais peut-être écorcher le nom, James Cars, la théorie de l'infini et du fini. Non? C'est, oui, allez-y. c'était, alors, j'ai pas eu l'occasion de lire l'ouvrage de James Cars. Oui. J'ai lu la reprise un peu de Simon Sinek. Je sais pas si vous connaissez. En fait, l'idée, c'est de se dire que dans le monde, il y a les jeux finis. Donc, je prends l'exemple du match de foot, 0 minutes, 90 minutes. Oui. On sait que, au bout, il y a deux équipes, un adversaire. Si vous prenez des livres, effectivement, oui. Bah oui, enfin, tu mets les sous, c'est marqué derrière le truc, si tu peux juste. Et du coup, vous avez deux équipes, un gagnant, un perdant. Oui. Et il y a la théorie de l'infini, c'est-à-dire qu'il y a jamais de gagnant, il y a jamais de premier, jamais de dernier. Oui. Je vous parle de ça puisque cette théorie justement m'a fait beaucoup réfléchir. Je suis chef d'entreprise, donc c'est pour ça que je vous disais l'argent
C'est quand même une problématique. Oui, c'est bien sûr que c'est pas. Aujourd'hui, il y a quand même de nombreux entrepreneurs. Faut pas voir le mal de partout dans l'entreprise. Hein. Il y a non, de bonnes choses justement qui se créent. Oui. Et la question que je me pose personnellement, alors je suis loin d'avoir la science que vous avez. Par contre, c'est est-ce que la problématique de ce monde n'est pas l'argent, puisqu'en fait, quand on regarde bien, l'argent nous fait regarder juste notre bien-être à nous et fait oublier tout ce qu'on peut apporter à la communauté. C'est-à-dire que dans une théorie de l'infini, si on est animé par une cause qui peut être communautaire, je suis pas pour l'ultra-communautarisme, attention, bien évidemment. Je ralentis, excusez-moi. Si on est, si on est dans cette idée d'infini, on fait pour le groupe et pas pour soi. Qu'est-ce que... Je pense que le mystère de l'humain et même de la matière, c'est que l'infini se cache dans le fini. Plutôt dans le fini, il y a de l'infini. Et effectivement, je pense que dans la modernité, à un moment donné, on a nié l'infini pour le maîtriser, le tenir, notamment en le mathématisant. Alors que, ça c'est plutôt l'expérience, quoi, de dire, quand on me dit le monde est fini, j'arrive pas à comprendre ça. Parce que j'ai l'impression qu'en moi, il y a de l'infini. Alors après, on peut prendre une grande philosophie de Platon, de Plotin, de toutes les grandes traditions. C'est ça le mystère, c'est que dans le fini, l'infini se cache, quoi. Et à ce moment-là, voilà. En tout cas, ça fonctionne. Nos mots nous piègent. Moi, j'écris parfois que l'humain est un être fini. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres finis, justement. Ça nous dit, même si aujourd'hui on sait qu'entre les espèces, c'est pas à couper au couteau. Mais l'espèce humaine, nous sommes des êtres particulièrement pas finis, quoi. Alors que la plupart, on disait, enfin, ça vous avait autrefois, maintenant un peu moins, que les animaux, ils sont dans des niches écologiques qui sont déterminées. On sait que c'est moins vrai, maintenant, qu'il y a aussi des cultures. Mais grosso modo, s'il y a une espèce qui n'est pas finie, c'est bien l'espèce humaine. Donc nous sommes non finis, nous sommes infinis. Et c'est pour ça que la vie est belle, si je puis dire. C'est que chaque jour, j'avance pas sur ma finitude, sur mon infinitude. Parce que plus ça passe, plus la vie passe, plus c'est grand. Enfin, plus j'avance, plus j'avance, quoi. Ça, c'est ce miracle-là que plus j'avance dans le paysage, plus le paysage s'agrandit. Donc ça, c'est une caractéristique. Je pense que c'est si effectivement, donc c'est pas la finitude, quoi. Alors, il y a une naissance, une mort. La vie s'oppose pas à la mort. C'est la naissance qui s'oppose à la mort. La vie, elle comprend la naissance et la mort. Je dirais ça comme ça aussi, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Alors, avant la naissance, après la mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que pour qu'il y ait des vivants, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de la mort. Puisque la vie, si on était immortel, tout est foutu, Tout est cristallin, c'est fini, bloqué. Donc, bien sûr, la mort est donc nécessaire à la vie, d'autant pour des raisons à la fois philosophiques, mais même aussi biologiques. Donc, la vie, elle englobe tout ça. Donc, est-ce que c'est le mot de finitude? Je pense que ça, c'est un peu la philosophie du XXe siècle, un peu qui a bloqué un peu, à mon avis, la pensée sur la pensée de la finitude. La pensée de la mort. Heidegger, à mon avis, était important dans cette affaire-là. L'être pour la mort. Non, l'être pour la vie. Nous sommes les humains, des êtres pour la mort, comme disait Heidegger. Mais on est des êtres pour la vie. À condition que la vie soit plus grande que la mort, quelque part. Donc, il faut replacer ça, donc, effectivement, c'est des questions fondamentales que vous dites là. Je vous dis avec des petits mots comme ça me traverse l'esprit là tout de suite, mais effectivement, fini, infini, vie, mort. Mais qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est des concepts, Concepts, à un moment donné, faut arrêter. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'est mon expérience? Il y a des moments où je me sens, je sais pas si vous avez vécu, je me sens infini, quoi. Le sentiment océanique, disait Romain Rolland, quoi. Des sentiments mystiques et d'extase. Et ça nous arrive, alors, devant la beauté d'une personne, d'un paysage, d'une œuvre d'art, on est transporté, comme on dit. On a les mots en français pour le dire. Tout d'un coup, on passe dans l'éternité. L'éternité, c'est pas l'immortalité, c'est en dehors du temps et de l'espace. Il n'y a plus de temps. Le temps, comme le dit Saint Augustin, c'est une créature du monde. Le temps, il est créé.
Donc, quand on sort du créé, on est dans l'éternité. Il n'y a plus de temps. Vous voyez, tout c'est, je vous dis, il y a des approches différentes. Et effectivement, c'est la rationalité, elle vous emmène pas là. La contemplation vous emmène là. La poésie peut vous emmener là. Enfin, les grands savants, eux, ils deviennent, parce que ça, c'est très beau la science. Hein. La science, elle peut nous mettre en extase. Hein. Quand on écoute les grands savants, d'ailleurs, c'est ça qui les fait découvrir. Après, on raconte l'histoire de façon rationnelle, mais en fait, c'est jamais comme ça que ça se passe. C'est d'abord quelque chose, l'intuition, quelque chose qui te fait toucher à l'infini. Et après, on le ramène parce qu'effectivement, on a des corps apparemment. Oui. Bon, j'arrête là un peu mon affaire, mais cette question-là, effectivement, est très intéressante. On pourrait prendre par plein de bouts différents. Mais effectivement, si on met ça dans de l'argent, bah, c'est plat, quoi. Merci. Une toute dernière question. Oui. Du coup, j'avais du mal à voir en quoi ils ont gardé cette description là qui n'existe pas, enfin qu'ils ont gardé la valeur du beau, dans le sens où, par exemple, par rapport à l'industrie, à l'utilitarisme, j'ai l'impression qu'ils ont supprimé cette notion du beau justement. Par exemple, les montres. L'horloge, en fait, c'était en Chine depuis des siècles. C'est quelqu'un qui l'a ramené. En fait, les Chinois ils se sont jamais dit on va industrialiser cette technique ou truc. Enfin, et c'est l'idée de reproduire, d'industrialiser. Est-ce que finalement on a vraiment, est-ce que le beau ou est-ce que c'est-à-dire que l'industrie c'est le beau, quoi. Non, je pense qu'effectivement, enfin, en tout cas, les philosophes l'ont dit au 19e siècle, parce que c'est au 19e siècle que cette question est apparue de façon assez forte. L'artisan, parce que art, artisan, technique, ça c'est appelé. Chaque objet est singulier, est différent de l'autre. Justement, il n'est pas industrialisé. Et donc là, on le sait quelque part, hein. On le ressent, que les objets artisanaux nous paraissent plus beaux. L'industrie, c'est tout le monde pareil, quoi. Donc ça a permis effectivement d'avoir une industrie de masse pour faire beaucoup de choses, et donc ça a développé, effectivement, ça a augmenté le niveau de vie matériel, mais ça affaiblit le niveau de vie spirituel, tout simplement. Hein. Parce qu'effectivement, du côté de la spiritualité, c'est de la singularité, c'est de la beauté. Et bien, quand on industrialise ça, bien, on perd. Oui, absolument, une coupure. Et effectivement, non, mais évidemment, le vrai, on l'a perdu aussi. On perd tout. À un moment donné, quand on en perd un, on perd tout, quoi. Simone Veil, la philosophe, il y a deux voies. Ça, je vais en amener un petit peu loin. Mais pour accéder à l'indicible, pour accéder à ce qui n'est pas, parce qu'elle connaît très bien les mathématiques. Son frère est un géant des mathématiques, André Veil. Hein. C'est pas très connu ça. Et donc elle dit donc sur la nécessité liberté. Ces deux oppositions qui sont de toujours à toujours en philosophie. Donc le monde est nécessaire. Il obéit effectivement à des lois fortement. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit beau. Et donc quand on rentre par la beauté, on rentre dans l'indicible. On rentre dans quelque chose du divin caché. C'est ce qu'elle dit. Donc il y a cette voie-là, qui est la voie peut-être la plus belle, si je puis dire, une tautologie. Et puis il y a la voie de l'obéissance, donc là elle prend l'image du Christ, qui obéit jusqu'à la misère, jusqu'au rejet complet. Donc c'est une autre voie, qui est une voie de la souffrance. Il y a deux voies différentes pour accéder à la divinité. C'est la voie de la beauté et la voie de l'obéissance et de la souffrance. Un texte assez prodigieux. Vous voyez les deux, quoi. On est planté, quoi. Donc on reste dans l'opacité de notre réalité.
C'est pas très enthousiasmant. Mais ça, la beauté, c'est un regard. C'est une image, c'est une reproduction, mais l'art, les grandes œuvres d'art et les grands artistes nous transportent, au sens propre du mot, nous portent ailleurs vers ce qu'on appelle la beauté, au sens global du mot. Là, on a du ça, mais... Oui, donc la voie de la beauté, c'est une voie majeure de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier.